bonjour à tout le monde. Je vais vous parler d'une nouvelle perspective. Pourquoi une nouvelle perspective? Parce qu'en fait, si nous allons voir les contributions scientifiques en psychologie qui portent sur la santé psychologique, nous allons voir que d'un point de vue clinique, les contributions portaient sur les symptômes, la maladie, et de façon plus spécifique sur la psychopathologie et les effets des interventions individuelles pour résoudre les problèmes, mettons, de symptômes de dépression. Une autre spécialité de la psychologie intéressée à la santé psychologique, mais aussi à la santé physique, est la psychologie de la santé au travail. Il s'agit d'une discipline, d'une spécialité qui a été fondée en 1990 et qui porte encore sur les aspects négatifs. En fait, l'objectif de cette spécialité, c'est de donner des contributions, donc de faire des recherches scientifiques pour aller voir quels sont les facteurs à corriger, à améliorer pour garantir une bonne qualité de vie au travail aux travailleurs et aussi pour assurer et promouvoir leur santé et sécurité au travail. Les Journal of Occupational Health Psychology, c'est les périodiques les plus représentatifs de cette discipline. Il y a une analyse du contenu de cette périodique et en fait, ce que les auteurs ont démontré, c'est que 90% des contributions scientifiques portent sur la maladie. Il y a des articles sur les maladies cardiovasculaires, sur les troubles musculo-squelettiques, sur l'abus de substances, la violence en milieu de travail, l'harcèlement, le burn-out, le stress. Donc, encore une fois, les focus, l'attention était portée sur les aspects négatifs. Et alors, la santé était définie comme l'absence de maladie ou alors identifier des aspects qui ne fonctionnent pas et qu'il faut corriger. Je pense que vous êtes conscient du fait qu'il faudrait combler, donc ajouter quelques petits ingrédients à cette approche-là. Et donc, c'est pour cette raison que aujourd'hui, je vais vous présenter la troisième spécialité de la psychologie qui s'intéresse à la santé psychologique au travail, mais d'une façon plus positive. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de la psychologie positive. Il s'agit d'une perspective qui se base sur les travaux de Seligman et de ses collaborateurs et qui nous permettent d'étudier les fonctionnements optimal, les potentiels, les forces, les capacités de l'individu plutôt que ses points faibles. Pourquoi les auteurs ont donné cette image? Parce qu'en fait, c'est l'image qui permet de bien représenter l'évaluation de la santé psychologique. Donc, être capable de mesurer, d'évaluer à la fois la présence des ressources et les symptômes. C'est sûr qu'il ne s'agit pas juste de voir la relation entre variables, mais d'être capable de définir des profils de santé psychologique. Donc, vous comprenez bien que selon les différents niveaux de symptômes et de ressources qui sont présents, on peut avoir des travailleurs qui sont en bonne forme ou des travailleurs qui sont plus à risque pour développer des maladies, des lésions, ou même être victimes d'accidents en milieu de travail. J'ai retrouvé la définition de l'Organisation mondiale de la santé en ce qui concerne la santé psychologique. Et si nous allons lire ensemble cette définition, nous pouvons constater qu'elle n'est pas si loin de la perspective de la psychologie positive. En fait, la santé psychologique est définie comme un état de bien-être dans lequel chaque personne réalise son potentiel, fait face aux difficultés normales de la vie, travaille avec succès de manière productive et peut apporter sa contribution à la communauté. Alors, vous pouvez bien voir qu'il n'y a pas juste une définition de santé en termes d'absence de maladies, mais il y a pas mal de termes et de définitions qui ramènent à des aspects positifs. Je vous disais, je vais vous présenter un modèle conceptuel. En fait, il s'agit du modèle demande de ressources au travail, qui était développé par Demerouti et d'autres collègues aux Pays-Bas. Et en fait, il s'agit d'un modèle conceptuel qui était développé à partir de la perspective de la psychologie positive. Donc, il s'agit d'un modèle conceptuel, voici un aperçu général, qui permet de mesurer, d'évaluer en même temps, donc simultanément, la présence des demandes et des ressources en milieu de travail pour voir les effets sur l'état de santé, sur la motivation et sur les comportements de l'individu en milieu organisationnel. En fait, ces modèles ont plusieurs avantages par rapport à d'autres modèles, mettons les modèles de Karasek, les modèles de Sigrist, parce qu'il ne s'agit pas de prendre juste une liste. Dans la littérature, on parle de laundry list. En français, je dirais la liste d'épicerie. Donc, ce n'est pas juste de prendre 3-4 facteurs psychosociaux, mais de pouvoir vraiment travailler en termes de processus et donc pouvoir appliquer les modèles à plusieurs types d'emplois, plusieurs types de professions, de métiers et aussi des caractéristiques spécifiques de chaque organisation. Quand nous parlons de demande, en fait, c'est l'ensemble d'aspects physiques, psychologiques,
sociaux, organisationnels qui impliquent un effort de l'individu. C'est des demandes, des exigences du travail, de l'emploi, qui, par exemple, comme la surcharge, les horaires inappropriés, la monotonie des tâches, demandent un effort physique et mental à l'individu, qui doit avoir des compétences pour y faire face. Et alors, il s'agit aussi de demandes qui ont des coûts. Et un exemple des coûts physiques ou mentaux peut être aussi la détérioration de l'état de santé. Donc, vous voyez bien un lien direct entre la présence de demandes, d'exigences et la détérioration de la santé, alors des symptômes d'épuisement, de fatigue, de dépression, qui peuvent donner lieu à des comportements défavorables, mettons baisse de performance, retraite hâtive, absence, intention de quitter l'entreprise. Mais vous vous rappelez bien l'image de notre balance. Alors, notre balance considère aussi la présence des ressources. Alors, encore une fois, nous faisons référence aux aspects physiques, psychologiques, sociaux, organisationnels qui peuvent aider la personne à se réaliser en milieu de travail. Cette partie des ressources fait toute référence à la capacité au développement de la personne en tant qu'individu et en tant que travailleur. Un exemple de ressources, autonomie, soutien social, développement des compétences, qui donne lieu alors à la motivation de l'individu. La personne a envie d'aller au travail. La personne investit dans son travail, met son enthousiasme. Et il voit le fait d'aller au travail comme un défi, veut être productif, veut réaliser quelque chose pour soi-même, pour l'organisation et, comme disait professeur Falson, aussi pour la communauté. Et alors, nous pouvons mesurer des comportements favorables comme la bonne performance, le maintien en emploi et, si je peux ajouter aussi dans le cadre de la présentation d'aujourd'hui, aussi les retours au travail efficaces. Entre les deux côtés de la balance, il n'y a pas juste un équilibre entre la présence des demandes et des ressources. Et il ne s'agit pas juste de dire j'ai bien étudié les bons ingrédients que je devrais appliquer dans cette organisation spécifique. C'est pas juste ça. C'est qu'on peut vraiment jouer et optimiser les différents niveaux de demande et des ressources en milieu du travail. Un exemple, les auteurs Bakker, Schofeli, Demeruti et d'autres collègues aux Pays-Bas ont démontré un effet additif entre les demandes et les ressources. En fait, ce que les auteurs démontrent, c'est que quand la personne travaille dans des conditions où la demande est élevée, mais aussi les ressources sont élevées, la personne se trouve dans une condition de stress. Mais je pense que vous avez entendu parler de stress positif. Donc, bien sûr, il y a l'adrénaline, il y a une réaction, une activation émotionnelle de la personne, mais en même temps, la personne est motivée et engagée, committed et a envie d'aller au travail et de bien performer. Demande et ressources ont aussi une relation d'interaction. Je vous donne un exemple. Je vous disais tout à l'heure, la demande, les exigences élevées en milieu de travail peuvent donner lieu à l'épuisement, au burn-out. Ce que Bakker et collègues ont démontré, c'est que quand les gens travaillent dans des situations de surcharge, d'horaires inappropriés, mais qui en même temps reçoivent le soutien social des collègues et les bons feedbacks du supérieur immédiat, développent des niveaux de burn-out, d'épuisement moins élevés des gens qui travaillent juste dans des conditions de haute demande. Donc l'importance de bien moduler et d'identifier aussi pas juste, comme je vous disais tout à l'heure, pas juste la relation entre les variables, mais de voir aussi des différents profils de personnes. Vous pouvez imaginer en termes d'intervention que nous ne pouvons pas agir de la même façon auprès des personnes qui travaillent dans des conditions élevées de ressources et faibles demandes par rapport à quand on fait des interventions auprès des personnes qui travaillent dans des conditions de haute demande et faibles ressources. Donc, il s'agit d'un modèle qui peut être très utile pour réaliser des recherches, pour structurer aussi les questionnaires, les interviews dans le cadre des recherches, mais aussi un outil et donc un modèle qui permet aussi d'orienter les interventions en milieu organisationnel. Je vous disais, par rapport au modèle, le fait de considérer les deux côtés de la balance, donc les demandes et les ressources. Demandes et ressources qui peuvent donner lieu à des processus de détérioration de la santé ou alors motivation de l'employé qui, à leur tour, peuvent prédire des comportements. C'est pour ça qu'en reprenant ces modèles-là, je vais vous illustrer aujourd'hui un exemple de projet de recherche en réadaptation au travail. Et j'écris ici une approche positive, parce qu'il s'agit d'un projet de recherche dans lequel les chercheurs, aussi les intervenants, ne considèrent pas juste les obstacles au retour au travail après une dépression ou un trouble musculo-squelettique, mais ils vont chercher aussi les ressources de la personne pour y faire face. Juste une parenthèse.
Quand je vous ai illustré des exemples des ressources, je vous donnais des exemples de facteurs psychosociaux favorables. Ce que je voudrais ajouter, c'est que de plus en plus dans les études, on voit que les chercheurs mesurent aussi les rôles des ressources personnelles. Donc l'efficacité, l'estime de soi, la capacité de faire face et de gérer le stress aussi. Donc il ne s'agit pas juste d'avoir des ressources en milieu organisationnel, donc juste offertes par l'employeur, mais aussi les ressources de l'individu. Le projet intitulé « Validation du questionnaire Orthez ». Orthez est l'acronyme de « Obstacles au retour au travail et sentiments d'efficacité pour les surmonter ». Et la validation est en cours auprès des travailleurs qui se sont absentés en raison d'un trouble musculo-squelettique ou alors d'un trouble mental transitoire comme la dépression. Quand on parle de retour au travail, juste une petite parenthèse, on parle d'une transition psychosociale qui s'inscrit dans les processus de prise de décision et de ensemble de facteurs qui facilitent ou qui gênent les processus de retour après une invalidité. Les modèles qui est ici représenté dans cette image réfèrent au modèle, à la théorie de Eisen, de la théorie du comportement planifié. Ce que je veux faire aujourd'hui avec vous, c'est un exercice, c'est-à-dire d'aller chercher ensemble les éléments décrits dans les modèles de Demeruti. En fait, ce qu'on peut voir, c'est que nous allons étudier les obstacles, vous vous rappelez, les côtés négatifs de notre balance. Donc, quels sont les obstacles internes et externes au retour au travail. Mais en même temps, nous allons considérer l'autre côté de notre balance, c'est-à-dire les ressources. Et dans ces cas spécifiques de ces projets, nous allons considérer une ressource personnelle, l'efficacité, le fait d'être capable de faire face aux obstacles lors du retour. Le fait de considérer à la fois les obstacles et les sentiments d'efficacité pour surmonter cet obstacle lors du retour peut donner lieu à des processus. Donc la personne n'est pas juste en train d'évaluer les obstacles et les ressources disponibles, mais la personne est aussi en train de se préparer. Est-ce que la personne a envie? Est-ce que la personne est motivée? Est-ce que la personne a intention de retourner au travail? L'employé qui s'est absenté, est-ce qu'il est en train de faire quelque chose pour préparer son retour? Quand je vous donne l'exemple de l'employé, je ne veux pas dire que c'est l'employé tout seul qui doit préparer son retour. On sait qu'il y a plusieurs acteurs impliqués dans un retour au travail. Mais ce qu'on peut identifier, c'est que si la personne et les autres parties prenantes sont capables de bien évaluer les obstacles et les ressources, on pourrait bien préparer un retour et avoir donc un comportement de retour efficace. Et quand nous parlons de retour efficace, il signifie que ce n'est pas juste de dire bon, officiellement, l'employé est retourné au travail. Non, c'est que l'employé retourne au travail et se maintient en emploi en état de bien-être, de santé. Le questionnaire se présente sur la forme de 2 questions, en fait, pour nous permettre de mesurer simultanément la présence des obstacles perçus par la personne et les sentiments d'efficacité pour y faire face. Pour l'instant, la version en train d'être validée est composée de 97 items qui sont répartis selon 8 dimensions conçues a priori. Donc les 8 dimensions sont la santé générale, les capacités cognitives, les effets secondaires des médicaments, l'autodétermination, donc être motivé à retourner au travail ou pas, le soutien social des personnes de l'entourage en dehors du travail, les caractéristiques du milieu de travail et du poste, les relations interpersonnelles en milieu de travail, les relations avec la compagnie d'assurance et les milieux de vie personnelle en dehors du travail. En termes d'intervention, cet outil va être outil aux intervenants qui doivent aider les gens à se préparer et à retourner au travail. Comment? En fait, il y a des critères pour lire les scores moyens des participants. Aujourd'hui, nous avons appris qu'il y a aussi les côtés positifs. Alors, ce n'est pas juste d'intervenir et de corriger ce qui ne fonctionne pas bien, mais aussi de considérer ce qui fonctionne bien. Alors, quoi faire avec les personnes qui ne perçoivent pas de gros obstacles au retour au travail et qui en même temps se sentent fort capables de surmonter cet obstacle? Alors, l'idée, c'est que l'intervenant doit travailler pour maintenir efficace la personne. Et aussi, nous l'avons testé auprès de femmes qui retournaient au travail après le cancer du sein. Ce qu'ils ont vu, c'est que des stratégies d'efficacité pour faire face à certains obstacles pouvaient être aussi un exemple pour d'autres qui se retrouvaient dans la même condition. Donc, on parle d'expériences vicariantes dans la théorie de Bandura. Pour conclure, donc, l'outil permettra d'identifier à la fois les obstacles perçus comme les plus significatifs chez la clientèle ciblée. Je vous rappelle qu'il y a différentes clientèles, donc troubles musculo-squelettiques, troubles mentaux, et en même temps, nous pourrons identifier
caractéristiques de chaque population, mais aussi voir qu'il y a des aspects transversaux. Donc, n'importe la cause de l'absence, on peut voir que le processus de retour au travail a des éléments communs à différentes populations. Comme je vous disais, en termes d'intervention, le fait de pouvoir rapidement évaluer à la fois les obstacles et les ressources disponibles permettra aux intervenants de mettre en place des stratégies individualisées et adaptées aux besoins de la personne. Donc, l'idée, c'est que si nous sommes en recherche, si nous sommes en intervention, l'idée, c'est de ne pas séparer l'évaluation des exigences, des demandes, de l'évaluation des ressources pour les surmonter. Quand j'ai commencé à présenter cette approche, quelqu'un m'a dit « Ah, mais alors toi, est-ce que tu vas négliger la partie négative ?» Non, je ne vais pas négliger la partie négative. Il faut juste considérer les deux côtés de la balance. Puis, c'est sûr que nous pouvons avoir des différents profils de personnes et adapter les interventions en fonction des besoins. Je vous disais tout à l'heure, en vous présentant les modèles de Demerouti, que le modèle et les résultats qui sortent aussi des questionnaires sont utilisés par les organisations, peuvent être utilisés par les organisations. En fait, on voit les besoins d'adapter les pratiques. Quand je parle des pratiques en intervention, mettons pour la réadaptation au travail, mais aussi les pratiques en gestion des ressources humaines. Je vous donne un exemple. Il y a des études qui montrent que le fait de donner une variété de tâches, en anglais c'est task variety, la diversification des tâches, motive les gens à travailler. C'est comme un challenge, c'est comme oh oui, j'ai de nouvelles tâches, on va diversifier, je suis plus motivée. Mais en fait, des études présentées par Donald Truxillo aux États-Unis ont démontré qu'il ne faudrait pas varier les tâches auprès de la main-d'œuvre vieillissante, parce que ça va engendrer pas la motivation, mais du stress, du burn-out. Parce qu'apparemment, les seniors sont plus orientés vers les connaissances et leurs bagages qui ont bien développé et structurés au cours de la carrière. Donc, l'idée, on a discuté de ça avec Denis aussi, ce n'est pas de considérer certaines pratiques qui fonctionnent auprès de certaines populations ou dans certains milieux organisationnels, mais d'être capable d'adapter les poids de nos ingrédients sur notre balance en fonction des besoins et des caractéristiques du milieu. Donc, être capable de changer les niveaux de demande des ressources, ce n'est pas un niveau tout ou rien. Quelqu'un pourrait dire, il y a un problème, on va enlever la demande. Non, parce que la demande peut stimuler la personne, c'est un défi, c'est un challenge. Donc, c'est juste de bien nuancer, de bien jouer avec les différents niveaux. Donc, l'objectif, c'est d'optimiser l'équilibre entre demande et ressources en considérant les besoins, les attentes et les valeurs des travailleurs aussi. Donc, encore une fois, pas juste prendre un paquet qui a bien fonctionné et l'appliquer, parce qu'on sait que des différents groupes de travailleurs ont des exigences spécifiques. Pour conclure, en recherche-intervention, on peut alors penser à des travaux avec un double objectif, la prévention de l'invalidité et la promotion de la santé. Merci.